radicale. Puisque la Terre est finie, dit-il, aucune croissance infinie n'est désormais possible et nous devons revoir notre copie. Alors, adieu les réformes lentes. Bonjour les ruptures fondamentales. Cet homme, c'est un dompteur de yaka, un dompteur de faucons. Ah, yaka, produire du plastique sans utiliser de pétrole. Soit, on le fera avec des artichauts et ça marche. Ah, faucons produisent du papier sans utiliser d'eau et sans la polluer. Soit, on le fera avec de la poudre de pierre et ça marche. Cet homme se définit comme un inventeur de rupture. La presse internationale l'a baptisé le Che Guevara de la durabilité. Il s'appelle Günther Pauli. La nature est son professeur, la terre est son engagement, et les hommes sa mesure. À cette seule condition, dit Günther Pauli, notre terre sera protégée. Alors pour le vivre mieux ensemble, il vous propose de bazarder vos smartphones et vos tablettes et de reprendre tout simplement la route des hommes, et d'aller simplement là où on peut les apprivoiser, là où on peut reprendre le goût d'avoir peur. Günther Pauli se sent partout chez lui sur cette terre. Il est anversois. Son grand-père était allemand, sa mère néerlandaise, son père flamand. Il est aujourd'hui ici parmi nous. Puis-je vous demander d'accueillir Günther Pauli. Hartelijk. Merci beaucoup. Je vous avoue que c'est un grand plaisir, un honneur d'être avec vous. Mais quand je suis entré dans cette salle ce matin, j'ai dit quand même, il faut que je rajoute une photo de Bordeaux. Parce que si vous êtes dans cette salle, cette tente noire, il me paraît qu'on vous traite comme des champignons. On est dans le noir, et j'espère que ce n'est pas moi qui vous jette de la C'est-à-dire qu'il faut que nous repensions un moment, d'où venons-nous? Et moi, oui, je suis belge, mais j'ai quitté la Belgique il y a 25 ans. J'ai quitté la Belgique, mais je mange encore des frites. Hein. J'ai quitté la Belgique pour monter une entreprise au Japon, où j'ai lancé pour la première fois les bières d'abbaye au Japon que je vendais avec des conteneurs. J'ai monté une douzaine d'entreprises à fur et à mesure, et ma dernière entreprise est une grande entreprise, petite entreprise avec des grandes idées de la détergence biodégradable. Malheureusement, je suis arrivé en Indonésie, à Kalimantan, où on a montré le grand développement que j'ai fait grâce à mes achats de l'huile de palme. Moi, qui croyais d'être un gourou de l'économie verte, moi, qui payait quand même ses employés un demi-euro par kilomètre pour venir en bicyclette, moi, qui faisais la concurrence contre Unilever, je vois ça. Je me dis, mais c'est quand même pas possible. Moi, le gourou, je suis le responsable de la destruction du forêt tropicale. C'est pas possible. Ben oui. Je suis rentré chez moi, j'ai immédiatement fait visite à Amsterdam, chez Paul Gilding, le directeur général de Greenpeace, et je lui ai exigé qu'on fasse campagne contre mon entreprise avec moi. Il a dit, mais vous êtes un fou, adaptez-vous, quand même. Je dis, monsieur Gilding, faire mal, c'est mal. Polluer moins, c'est polluer. Voler moins, c'est voler. Tuer moins, c'est tuer. On ne peut pas. L'éthique doit être au cœur de nos entreprises, mesdames et messieurs. Si vous n'avez pas une clarté de votre éthique, qu'est-ce que vous feriez dans le monde? Et alors, cette éthique, nous souffrons tout le temps. On vient de recevoir le grand rapport sur les pommes. Vous savez que dans nos pommes, nous n'avons que 5% des nutriments qu'on avait dans les pommes de la vallée piémontaise. 5%, imaginez-vous. Mais nous, commerçants, on continue à vendre par kilo
et pas par nutriment. Et on dit que tout est plus cher. Pourquoi? Parce qu'on vend par kilo, mais on ne vend rien. On vend l'eau et l'air. Et c'est la crise que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais il faut qu'on fasse la concurrence. Ce n'est pas pour dire qu'ils font mal et moi je fais du bien. Non, pas du tout. De ce que nous avons besoin, c'est d'arrêter de condamner ceux qui ne font pas bien comme nous le pensons. Il faut que nous faisons la concurrence, comme on dit bien en anglais, to out-compete, sur-concurrencer. La seule manière de transformer notre économie, c'est qu'il y a des entrepreneurs, des entreprises qui font surconcurrencer avec des idées que, oui, sont disruptives et dérangent. Vous voyez là sur la photo ma fille, Chido. Elle est ma fille adoptive de Zimbabwe. Quand elle a appris à 11 ans comment on peut prendre des déchets de café, soit de la ferme, soit chez vous à la maison, de s'aimer des champignons là-dedans, de faire pousser des champignons avec une récolte seulement 2 semaines après. Et elle explique à ces femmes-là, à Chipinge, et elle explique et dit, vous pouvez le faire. Vous savez ce que font les femmes? Les femmes qui écoutent, assises, se lèvent, dansent, chantent, et elles le font. Que font les Européens? Il faut faire un plan d'affaires, un plan stratégique. Il faut quand même un audit technologique. Il faut faire une commission. Et à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on fait? Rien. C'est-à-dire le moment est venu où les entrepreneurs, c'est les entrepreneurs des gens qui font et qui ne font plus les études. Les analyses ont été faites, on connaît les problèmes. Ce n'est pas là. Si vous voulez doubler les nutriments, il ne faut pas avoir des OGM, mesdames et messieurs. Mais bien entendu, quand il y a une entreprise suisse qui vient et vous explique que, vous savez, mesdames et messieurs, il y a de plus en plus des malvoyants. Et avec les OGM, on peut éliminer le problème des malvoyants. Vous ne pouvez pas être contre. Vous êtes en faveur. Mais c'est la question qui était farfelue. Parce qu'il faudrait se poser la question, c'est pourquoi que le riz n'a plus le bêta-carotène dont nous avons besoin pour éliminer les risques de la malvoyance. Et la solution est là, dans la nature. La nature a la solution. Parce que quand vous avez le riz, vous avez l'irrigation, et dans l'eau d'irrigation poussent les microalgues spirulines. C'est-à-dire l'écosystème de la cultivation du riz a 40 fois plus de bêta-carotène qu'on peut injecter dans les gènes du riz. Alors, mesdames et messieurs, de quoi nous sommes en train de faire? Il ne faut pas se faire prendre comme ça. Il faut quand même connaître. Et alors là, oui, je sais, le Huffington Post m'appelle le Steve Jobs de la durabilité. Mais vous savez que la veille des élections américaines présidentielles, Huffington Post croyait que Trump avait 2% de chance pour être élu. Alors ne croyez pas qu'ils disent. Croyez plutôt mes amis qui me disent que je suis le Che Guevara. C'est pour ça que je mets une veste, chemise blanche, cravate, parce que je ne veux pas m'arrêter dans cette vie avec une balle dans ma tête. Hein. C'est important de faire des ruptures. C'est important de penser que cette verre d'eau n'est pas moitié vide ni moitié plein. Ce verre d'eau est toujours plein avec l'air et l'eau. Et notre problème, c'est que nous sommes toujours, grâce à Descartes peut-être, en train de faire l'analyse de nos problèmes. De ce que nous avons besoin, c'est l'analyse des opportunités. Faire des portefeuilles d'opportunités. Parce que si ne voyez pas les opportunités, il n'y a pas de futur pour nous. Nous avons raté de résoudre des problèmes. Alors là, voilà, vous voyez une de ces petites innovations. C'est un nanopont et c'est le substitut pour le pacemaker. Ce petit système peut être installé sans chirurgie et n'a plus besoin de batterie. Mayo Clinic, l'année dernière,
a fait la première installation après 29 ans de travail. Mesdames et messieurs, nous avons besoin de l'impatience pour démarrer et la patience pour avoir des résultats. Mais cette impatience pour le démarrage, pour nous, c'était inspiré par cette baleine, parce que la baleine, qui était un jour un chien, a développé son cœur de telle manière qu'il y a une conductivité absolue dans cette issue, même si 30% de cette issue, c'est du gras. Les baleines le font. On s'y est inspiré et finalement on a obtenu les permis de FDA de le faire. Les opportunités. Je veux vous parler brièvement, avec quelques cas, de ces portefeuilles d'opportunités que nous sommes toujours en train de créer. Mon rôle, c'est d'avoir une clairvoyance de ces opportunités qui sont de l'évidence même, mais on ne les voit pas. Alors là, nous sommes à San Juan, en Argentine. La fameuse poussière qui vous garantit la population locale d'avoir des maladies respiratoires pour le reste de la génération 2-3. L'asthme est garanti. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il interdire? On a essayé. Faut-il faire des accords internationaux? On a essayé. Ce que je fais, c'est simple. Nous avons mis des chercheurs sur point qui ont développé qu'avec la poussière des pierres sur 3 microns, nous sommes capables de mélanger 80% pierre, 20% de polymères recyclés, eau biodégradable, et on fait l'extrusion du papier sans eau, sans cellulose. Mesdames et messieurs, le coût de revient est un tiers, le capital dont on a besoin, c'est la moitié. On fait la concurrence. Et je sais qu'en Europe, il y a une grande résistance parce que le secteur de papier et de cellulose est en crise. Je m'en fiche de cette crise. Je ne peux plus permettre que je tente d'expliquer à mon fils que cette feuille de A4 a consommé 14 litres d'eau. Que nous avons 16 millions de kilomètres carrés des arbres OGM pour qu'on fasse le papier. L'heure est arrivée de changer. Et si on ne change pas, c'est la concurrence. Nous sommes passés en 4 ans de 18 000 tonnes à 1 million de tonnes en Chine. Le gouvernement chinois a décidé de le faire. Pourquoi? Parce que les Chinois n'ont plus d'eau. Ils n'ont plus l'espace pour mettre des arbres. Les arbres, quand on a des arbres, c'est pour faire pousser les bois, les forêts. Eh bien, j'arrive avec notre équipe à Porto Torres, le nord de Sardaigne, où cette fameuse installation de Eni était sur le point d'être fermée. Oui, l'usine, la pétrochimie, l'époque de Kadhafi, on avait un prix entre amis, mais avec la sortie de Kadhafi, c'est fini le prix. Eni a dû décider de fermer. On a fait une analyse des entours, on a dit quelle est l'opportunité, et on me disait qu'il n'y a pas d'opportunité dans le pétrole. Mais oui, on a vu dans l'entourage de l'usine les chardons, une mauvaise herbe. Eh bien, oui, c'est vrai, les chardons, c'est la famille des artichauts. Mais celui-là ne mange pas. Les chardons aujourd'hui, mesdames et messieurs, sont transformés en polymères pour des plastiques. Mais encore plus important, la France a approuvé, il y a quelques semaines, que les herbicides que nous dérivons du chardon sont les herbicides approuvés en France pour les vignes, pour les vignobles. Nous sommes le substitut des glyphosates et du Roundup, fait avec les chardons qu'on a tâché de tuer. Mesdames et messieurs, on le fabrique là où c'était l'ancienne usine. On a repris l'installation, on a repris les travailleurs et on fait fonctionner. Mesdames et messieurs, si vous voulez jeter à la porte les glyphosates et du Roundup, faisons la concurrence. J'aimerais bien vous parler de café. Peut-être vous voulez maintenant déjà une tasse de café. Je travaille depuis 25 ans avec le café.
Quel est le problème du café? C'est que le prix que reçoit le caféiculteur pour ce café vert est 4 fois moins que vend celui qui l'a torréfié. Fois 4. C'est injuste. Pourquoi pour la torréfaction? Alors je me suis ensemble avec un jeune Allemand, un avocat qui ne sait rien du café, qui adore le café. On a mis ensemble nos têtes, on a dit voilà, on va changer ça. C'est fini avec Mondelez. Excusez-moi, j'espère pas qu'il y a quelqu'un dans le secteur de café dans cette salle. Hein. Et on a décidé de faire une machine qui est capable de torréfier, mouler et faire votre café. Et on vend aux consommateurs le café direct de l'agriculteur. Dans le sac de jute, on a mis un petit chip, une puce. Et la puce vous dit immédiatement d'où vient le café. Et on vous donne la photo du caféiculteur et de sa famille. Et vous donne des suggestions comment torréfier, vous-même, chez vous, à la maison ou dans vos bureaux. Mais nous avons seulement une condition. La condition est simple. Vous payez le même prix pour le café vert que vous payez pour le café torréfié. Vous savez ce que ça veut dire pour le pauvre caféiculteur? On passe, si vous achetez bio et Fairtrade, commerce juste, vous payez 800 € par tonne. On passe immédiatement, on multiplie par 4. Vous savez ce que ça veut dire, multiplier par 4? 3200 € pour le même caféiculteur. Ça va changer l'agriculture. Ça va les mettre tous sur la voie du bio. Ça va changer le monde. Et vous ne payez plus rien. Sauf ceux qui sont dans les négoces de la torréfaction. Alors là, vous vous réinventez, vous, hein? Mesdames et messieurs, mon dernier cas. Je regarde cette lumière et je m'imagine ce que Suvatopsu, professeur de l'université de Versailles, s'est passé par la tête. Comment est-il possible qu'on a choisi le Wi-Fi, c'est-à-dire connexion par onde radio, tandis que tout le monde a appris quand même à l'école que le plus vite, c'est la lumière. C'est 300 000 km/s. Et on a choisi un système qui est plus lent. Ah oui, vous savez, les Américains, vous avez un brevet, même s'il y a mieux, le mieux n'arrive pas. Hein. C'est mon fric, c'est ma force, c'est moi. Alors voilà, si vous êtes un jour à Barcelone et Messi fait son but, ou Neymar à PSG Saint-Germain, hein, s'il fait un but, vous ne pouvez pas envoyer la photo tous ensemble. C'est bloqué. Maintenant, nous avons dans chaque lampe LED un petit modem qui vous donne un ISP unique et 100 000 personnes, même seconde, passent la photo. Ça, c'est l'IFI. C'est l'Internet par lumière, invention française. Française? Je me mets derrière. Quand vous êtes dans le métro, il y a terrorisme, vous ne savez pas où aller. Les portables ne fonctionnent plus. La Défense est première station de métro équipée avec le LiFi, première mondiale. Et d'ici 2 mois, on aura pour la première fois dans les métros de Paris la possibilité que des malvoyants sont capables de passer avec leur portable et avec le LiFi et ils passent sans problème par station défense, sans chien, sans autre chose. Pourquoi? Parce que Internet par lumière vous donne une géolocalisation à 1 centimètre près. La géolocalisation que vous avez tous, le tom-tom que vous avez tous, vous donne une précision d'1 mètre. Excusez-moi, je ne comprends pas du tout. Nous sommes en train de redéfinir les grands magasins, les rues, parce que si vous voulez faire vos achats, vous mettez vos achats sur votre portable et avec la lumière, on prend note et on vous envoie là où le produit est acheté. Vous savez ce que ça veut dire? On a fait l'étude que les grands magasins perdent 4% de leurs ventes parce que les clients ne trouvent pas le produit.
4%, vous savez ce que ça veut dire 4%? Alors sur Amazon, on trouve tout, hein, mais c'est 2D. Nous sommes en train de refaire l'expérience de l'achat en 3D. Et en 3D en réalité, grâce à la vitesse de la lumière. C'est la lumière qui est le futur. Et nous savons tous qu'il y a des doutes à propos de ces radio-ondes qui peuvent quand même avoir un impact sur notre santé. Alors je regarde cette photo du Google avec la fameuse bagnole, et je dis bagnole, cette fameuse bagnole qui se dirige sans chauffeur. Ils rigolent ces types-là, c'est pas sérieux. Ils le font avec des satellites qu'on peut hacker. C'est-à-dire que les Russes ou des autres qui ont l'intérêt peuvent renvoyer la voiture contre un mur sans problème. Et c'est ça le futur de la voiture? Excusez-moi, ce n'est pas le futur. Le futur, c'est vraiment de mettre du Li-Fi dans toutes les voitures. Les voitures se communiquent entre eux. Pas avec des satellites pour savoir où suis-je, mais dire aux autres, ici je suis, vous êtes là. Et on s'adapte tout le temps. C'est ça le futur, une invention française. Mais mesdames et messieurs, le backbone, le réseau, ne sont plus les satellites. Ce n'est pas Galileo, ce ne sont pas les Wi-Fi, les routeurs de Cisco. Le backbone, le réseau, c'est l'illumination publique de vos villes et de vos autoroutes. Vous savez ce que ça veut dire pour Big Data? Big Data veut dire que quand l'information passe par Orange et Google, c'est Orange et Google qui contrôlent Big Data. Si de l'autre côté, ça passe par la lumière de votre magasin, de votre maison, de votre ville, de vos autoroutes, l'information est la vôtre. La démocratisation de l'information du Big Data est annoncée grâce à une invention française. La technologie existe depuis 12 ans et c'est évident que vous n'allez pas trouver des références dans la littérature américaine, mais oui dans la française. C'est pour ça que nous organisons le premier congrès mondial du Li-Fi à Paris avec Emmanuel Macron. Il faut le faire. Il faut rassembler les gens. Il faut fédérer 100 villes pour que les villes changent la réalité du Big Data et deviennent propriétaires de leurs données. Et en plus, nous prévoyons qu'il y a au moins 10 000 entreprises seulement en France qui seront créées grâce au Li-Fi. C'est ça ce qu'il faut. Des plateformes de technologie qui transforment quelque chose en une grande opportunité de transformer notre société. Pour terminer, je suis père de 6 enfants. Eh bien, comme père de 6 enfants, il faut que je leur raconte tout le temps une belle histoire. Aujourd'hui, notre organisation ZERI, l'économie bleue, on a réalisé dans sa totalité 200 projets. Nous avons mobilisé 5 milliards d'euros d'investissement et on a créé 3 millions de jobs. Mais il faut que j'inspire les enfants. Je crois que, mesdames et messieurs, notre plus grande responsabilité de pères et de mères, de grands-pères, de grands-mères, de frères et de sœurs, c'est d'inspirer la jeunesse, d'inspirer les jeunes. Et il faut que tous les enfants enfin sachent comment est montée la pomme dans l'arbre. Parce qu'aujourd'hui, on a seulement appris comment ça tombe. Comment est-il possible que nous avons oublié d'expliquer aux enfants et on a oublié d'expliquer parce que nous ne savons pas? Je lance le défi dans ce salon de 4800 personnes. Si vous pouvez me résumer en 2 minutes les 7 lois de la physique qui sont utilisées par la pomme pour lancer le défi à la loi de la gravité. Ça, c'est le futur. Des jeunes qui pensent comme ça. J'ai un très grand honneur, c'est que le gouvernement chinois a décidé que tous mes fables seront distribués à tous les enfants en Chine.
Il faut, mesdames et messieurs, il faut qu'on inspire la nouvelle génération. Les médias font tout pour les bourrer des mauvaises nouvelles. Facebook font tout pour qu'ils aiment avoir plus de likes. J'ai besoin de vous, toutes et tous, que nous nous engageons de raconter des belles histoires inspirantes à nos enfants, afin que nos enfants vont créer ce grand monde que nous ne sommes même pas capables de nous rêver. Merci.